Bonjour! Bienvenue dans le webinaire Économie circulaire au service de la culture en serre. Je pense que vous avez tous vos micros coupés, mais n'hésitez pas à mettre votre caméra si jamais le cœur vous en dit. On va attendre encore quelques petites minutes avant de commencer, histoire que tout le monde puisse bien nous rejoindre. On va se laisser deux petites minutes en plus. Bonjour aux nouveaux arrivants. On va débuter dans quelques minutes. On attend de laisser le temps aux nouveaux arrivants de rentrer dans le webinaire. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Comme je le disais, n'hésitez pas à ouvrir vos caméras si jamais le cœur vous en dit. Le webinaire est enregistré pour être rediffusé par la suite sur nos plateformes. Donc, vraiment, euh, vous pourrez, c'est ça, allumer vos caméras si vous vous en sentez à l'aise, sachant cela. Donc, on se laisse peut-être 1 ou 2 minutes de plus, puis ensuite, on va pouvoir débuter le webinaire. Bienvenue à nos nouveaux arrivants. On va débuter dans quelques minutes. Bon. Je pense que pour pas perdre trop de temps à ce webinaire qui va être bien riche en contenu, on va démarrer tout doucement et puis peut-être que d'autres personnes se joindront à nous au courant du webinaire. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue au webinaire sur l'économie circulaire au service de la culture en serre. Je me présente, Emma. Je suis chargée en économie circulaire au Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Je suis aussi accompagnée de ma collègue Laurie qui s'occupera davantage du volet technique du webinaire. Donc, si vous rencontrez des enjeux, n'hésitez pas à lui écrire dans le clavardage. Elle pourra peut-être vous assister. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Avant de commencer, en fait, ce webinaire s'inscrit dans le mois de l'économie circulaire présenté par Hydro-Québec, qui est le mois d'octobre. Donc, à tous les ans, le mois d'octobre, c'est vraiment une occasion pour nous, le Creux Montérégie et tous les acteurs de l'économie circulaire de vraiment mettre de l'avant l'économie circulaire. Donc, nous, on va venir partager des ressources, des outils d'information. On organise des webinaires, des panels de discussion.
Et on fait aussi rayonner des entreprises d'ici qui ont adopté l'économie circulaire. Donc, restez à l'affût. Plusieurs communications et informations seront partagées tout au long du mois par plusieurs acteurs du milieu de l'économie circulaire. Pour ceux qui seraient moins familiers avec le CRE Montérégie, en fait, on est un organisme de concertation qui agit sur le territoire de la Montérégie. Donc, on a 20 administrateurs de tous les milieux sur notre CA et on est un interlocuteur privilégié du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Donc, notre rôle, c'est vraiment de faire de la concertation, mais on travaille aussi sur de nombreux projets en économie circulaire. Donc, on est très actif aussi de ce côté-là, notamment sur des projets au niveau des plastiques agricoles horticoles, projets de réemploi de peau, l'exploration de plateformes de mutualisation et l'animation du réseau Symbiose agroalimentaire que certains d'entre vous, je pense, doivent déjà connaître. Je vais quand même toucher 2 mots de plus sur ce projet de symbiose qui vise en fait à favoriser le déploiement de l'économie circulaire dans les entreprises agroalimentaires et qui vise donc aussi les producteurs en serre. Donc, Symbiose agroalimentaire Montérégie, c'est une symbiose, donc c'est-à-dire que c'est un réseau d'entreprises qui a l'objectif de favoriser les échanges de ressources entre chacun. Donc, c'est un petit peu de faire en sorte que les résidus des uns puissent devenir des ressources pour d'autres, mais aussi de manière générale d'optimiser finalement l'usage des ressources, donc des matières, de l'énergie, d'équipements, des transports, des ressources humaines, tout ça, et de vraiment venir intégrer l'économie circulaire dans les pratiques des entreprises à travers des synergies et des partenariats d'affaires. Donc, c'est la première symbiose industrielle qui a une thématique vraiment adressée au secteur du milieu agroalimentaire. Et les entreprises qui font partie du réseau bénéficient d'un accompagnement gratuit pour aider à trouver des débouchés pour les surplus de production, les résidus liés aux opérations, être mis en relation avec des experts, aider à optimiser les ressources. Il y a aussi des opportunités de visibilité et de rayonnement des initiatives circulaires, le développement de partenariats d'affaires locaux et au final aussi la réduction de l'empreinte environnementale qui est aussi en fait la base un petit peu de tout ce projet-là et de aussi la raison pourquoi on est là aujourd'hui aussi. Donc, si vous êtes une entreprise située en Montérégie ou un expert du domaine ou même un accompagnateur d'entreprise, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur ce réseau dans l'adresse qui est affichée à l'écran. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on parle beaucoup d'optimisation des ressources, d'économie circulaire, et c'est pourquoi on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Natacha Danis des Serres Tessier, qui abordera l'économie circulaire au service de la culture en serre, avec une approche très complémentaire à celle des symbioses, donc que j'ai présentée tout à l'heure. Donc, avant de lui céder la parole, petit rappel technique, vos micros sont actuellement coupés. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le clavardage et donc au cours de la présentation. Et puis, on aura des moments justement pour venir les poser. Donc, on aura une période de questions à la fin où justement les micros vont être ouverts et vous pourrez poser vos questions de vive voix. Et puis sinon, moi, au courant de la présentation, je serai à l'affût de vos petites questions pour pouvoir les transmettre à Natacha aussi. Donc voilà. Aussi, comme je l'ai dit au début de la rencontre, ce webinaire est enregistré afin de pouvoir permettre sa rediffusion sur des plateformes par la suite. Donc voilà. Donc, sans plus tarder, je vais laisser notre conférencière Natacha le soin de se présenter et débuter le webinaire. Bon matin tout le monde. Je suis très, très contente d'être ici pour partager plein d'informations sur, dans le fond, l'économie circulaire au service de la culture en serre. Sans plus tarder, je vais commencer. En fait, je vais me présenter d'abord. Moi, je suis horticultrice de formation, puis je détiens une maîtrise en sciences d'environnement qui est axée sur les serres et leur efficacité énergétique. Donc, je me suis intéressée à cette thématique-là après avoir fait de la culture en serre, culture de panier ASC. Je trouvais intéressant de voir l'impact de la culture en serre sur l'environnement. Donc, souvent, on parle de la production qui est bio, mais on ne regardait pas nécessairement à l'époque l'impact environnemental du véhicule qui nous rend à destination finalement, donc de l'endroit où on fait la culture des légumes. Donc, j'ai fait ma maîtrise en lien avec ce sujet-là et puis je me suis beaucoup intéressée à aborder le sujet avec une vision 360 degrés. Tout ça, ça m'a amené éventuellement à pouvoir développer mon offre de service, faire de l'accompagnement auprès d'entreprises. J'ai commencé à enseigner à l'UQAM également au certificat en ressources énergétiques durables.
Donc, je travaille au niveau plus du résidentiel dans ma charge de cours, mais j'intègre de plus en plus la question des serres, puis les habitats vivriers. Et depuis cette année, j'ai commencé à enseigner à l'ITAC en aménagement nourricier et agriculture urbaine. Donc, j'espère pouvoir vous apporter aujourd'hui différentes pistes de réflexion sur l'économie circulaire et la culture en serre. Donc, dans le fond, la présentation se divise en 3 parties. Donc, l'économie circulaire et les plastiques de serre, l'économie circulaire et la gestion de l'énergie et la présentation des services de Tessier. Donc, Tessier pour qui je travaille comme expert conseil en horticulture et en efficacité énergétique. La raison pourquoi on aborde surtout la question des plastiques et puis de l'énergie, c'est que il y a plein d'aspects qu'on pourrait considérer pour la culture en serre. Il fallait en choisir quelques-uns qui sont un peu nos champs de bataille. On a décidé d'axer vraiment nos interventions sur les plastiques et sur l'énergie, par exemple avec Tessier. Donc, dans le fond, si on revient sur le concept d'économie circulaire, ben, on tend à parler d'une économie qui tend à remplacer l'économie linéaire traditionnelle. Donc, vraiment, on voit à prévenir le gaspillage des ressources en amont et puis pendant tout le cycle de vie du produit. On fait une place à l'innovation, on dynamise des secteurs d'activité, on réduit des impacts environnementaux et on voit à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça peut être vraiment intéressant quand on aborde la culture en serre avec ce concept-là en tête. Donc, ça permet vraiment de revoir nos façons de faire et puis de s'améliorer toujours. Il y a beaucoup de besoins matériels, on ne se cachera pas pour, dans le fond, la culture en serre. On a tout ce qui est en lien avec les structures, revêtements des installations, le matériel de production. Donc, c'est pas juste la serre, mais on a tout ce qu'il y a à l'intérieur, que ce soit des toiles, des contenants, des tables, les systèmes d'irrigation également. Il y a la question du climat, le chauffage, l'éclairage et on a les résidus organiques puis les eaux de lessivage. Donc, on a beaucoup d'aspects à considérer. Puis, ça peut être quand même un environnement assez complexe, une serre, qui lui vient s'inscrire dans un environnement davantage plus complexe. Par exemple, si on s'inscrit en milieu urbain avec un projet de serre ou autre. Donc, on regarde vraiment les projets de serre à différents niveaux, d'où vient l'intérêt de la vision 360 degrés et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour réduire l'impact environnemental de la production en serre. Donc, l'économie circulaire pourrait être davantage peut-être une option justement envisagée pour réduire l'empreinte écologique des productions en serre. Donc, ce qu'on se rend compte actuellement par rapport aux déchets qui sont créés par la production en serre, c'est que ça ne passe pas nécessairement par le circuit 3RV où on aborde la question de la réduction à la source, réemploi de la matière, le recyclage et la valorisation de la matière. Donc, c'est depuis quelques années qu'on commence à en parler. Je me rappelle quand je participais à des ateliers de symbiose avec Symbiose agroalimentaire, on abordait la question des plastiques pour les serres. Ça pouvait être également aussi pour les systèmes d'irrigation. Mais on en était au début de ça. C'était comme un peu moins dans la norme de parler de ça. Et puis là, ben, ce qu'on se rend compte, c'est que ça devient vraiment un enjeu qui est préoccupant pour différents acteurs là, de notre société. Donc, c'est d'autant plus pertinent d'en parler ensemble aujourd'hui. En ce qui concerne les besoins énergétiques, ben, on ne passe pas à côté de ça. Donc, on a vraiment différentes demandes énergétiques. Supposons qu'on a une serre qui est plus ou moins chauffée. On a la question de la ventilation, l'éclairage, l'irrigation, automatisation, puis d'autres demandes énergétiques variées. Donc, nous, par exemple, avec T6, ce qu'on se rend compte en travaillant avec nos producteurs, c'est qu'on a quand même différents producteurs. Les profils énergétiques sont variés. On a des producteurs qui ont des profils plus low-tech, d'autres, on dirait mid-tech, d'autres, voire high-tech. Ça reste que néanmoins, peu importe leurs besoins énergétiques, ça reste qu'il y a toujours la question du revêtement des serres, des plastiques aussi, avec lesquels il faut composer. Donc, on a quand même différents défis pour nous occuper pendant les prochaines années, puis on est bien content de pouvoir travailler là-dessus, étant donné qu'on est aux premières lignes. Donc, si on regarde l'économie circulaire, comment ça pourrait être appliqué à l'agriculture, puis notamment ben, la culture en serre, on pourrait voir comme quoi on aurait une économie qui serait non linéaire. Donc, on verrait à pouvoir éventuellement mettre de l'avant nos déchets pour en faire la richesse de certains et voir aussi qu'est-ce qu'on fait avec la surconsommation des ressources
on regarderait ça en 3 lignes directrices: l'économie non linéaire, mise en avant des déchets et la prévention, la surconsommation des ressources. Donc, avec une approche 3RV, ce qu'on veut faire, évidemment, c'est le détournement des matières vers les sites d'enfouissement. On va être en mesure de pouvoir les récupérer. On veut faire une réduction des émissions de gaz à effet de serre et on veut aussi dynamiser des secteurs, notamment le secteur de l'agriculture, puis voir à pouvoir avoir plusieurs opportunités. Donc, il y a vraiment matière, place à être créatif quand on parle d'économie circulaire, d'agriculture et notamment de culture en serre. Donc, si on regarde par rapport à l'économie circulaire, mais c'est sûr qu'il faut repenser notre façon de faire. Il y a toute la question de l'éco-conception, comment on peut faire des produits, notamment le revêtement ou par rapport à la structure de serre, des produits qui soient plus éco-friendly. Comment on peut aussi avoir un impact qui est réduit au niveau de la consommation et de l'approvisionnement dans les produits. Comment aussi on peut optimiser nos opérations. Donc, il y a quand même différents aspects à repenser. On a aussi la question d'optimiser. Donc, comment on peut utiliser les produits de manière plus fréquente, comment on peut avoir peut-être une économie collaborative, une location court terme, comment on peut prolonger la durée de vie des produits, des composants. Donc, est-ce que c'est par l'entretien, la réparation, don, revente, reconditionnement? Donc, nous, on essaie beaucoup de pousser cet aspect-là avec nos producteurs. Donc, dans le bâti déjà existant des serres, on voit faire de l'accompagnement, autant pour voir, pour réhabiliter le revêtement des serres, même chose pour les systèmes. Donc, on est fort sur tout ce qui est la question du rétrofit. On croit beaucoup à ça et on encourage beaucoup nos producteurs à voir à développer davantage certains outils pour justement faire une différence. Et quand on propose des projets de serre, on essaie de voir à ce que justement on ait considéré quand même une approche qui est un peu plus environnementale. Aussi, est-ce qu'on peut voir donner une nouvelle vie aux ressources, que ce soit par l'écologie industrielle, recyclage, compostage, etc. Donc, on essaie vraiment de voir comment on va pouvoir avoir les meilleurs projets possibles avec une vision 360 degrés. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la tangente vers laquelle on se dirige actuellement. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. On a des belles collaborations qu'on peut développer autant que les producteurs avec les fournisseurs de produits de technologie, mais en même temps aussi avec les municipalités. Donc, vraiment, je pense que tout le monde gagne à mettre de l'avant l'économie circulaire dans ce genre de projet-là, des projets agricoles. Donc, si on regarde l'analyse de cycle de vie, je pense que c'est important d'en parler en économie circulaire parce qu'on regarde vraiment à comprendre, dans le fond, l'empreinte environnementale, soit d'un produit, d'un service ou d'un procédé, durant toute sa durée de vie. Donc, si on regarde le petit schéma à droite, on se rend compte que oui, déjà, on a un impact initialement à partir de l'extraction de la matière première, puis de l'énergie. Il y a toute la fabrication des produits, le transport, l'usage, la fin de vie, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a toute la question de la conception aussi. Donc, c'est important d'avoir ces réflexes-là, de penser à l'analyse de cycle de vie de notre secteur d'activité, du moins. En ce qui concerne, c'est ça les 2 aspects que je parlais tantôt, c'est vraiment les besoins matériels, notamment le plastique et les besoins énergétiques qu'on s'est dit vraiment qu'on verrait à travailler dessus. On se rend compte qu'il y a vraiment une volonté du gouvernement et de l'industrie à avoir à diminuer ou à mieux gérer les plastiques, mais aussi qu'est-ce qu'on fait avec les besoins énergétiques, avec la consommation d'énergie. Il ne faut pas oublier que les serres sont quand même des environnements de production qui peuvent avoir une consommation d'énergie importante. Donc, ce n'est pas quelque chose à négliger. Puis on veut rencontrer de plus en plus la décarbonisation des différents secteurs d'industrie. Donc, ça va être important aussi que l'industrie agricole suive quand même cette tangente-là. Donc, dans le fond, il y a différents bénéfices si on parle d'économie circulaire pour la culture en serre, notamment économiques, sociaux et environnementaux. Juste pour expliquer certains d'entre eux, c'est sûr que si on fait éventuellement la gestion des plastiques, qu'on regarde à mettre de l'avant davantage l'efficacité énergétique, on pourrait voir davantage de création d'emplois dans le milieu, mais aussi au-delà de la boîte des cases. Donc, il faut avoir une vision un peu plus globale de tous les impacts intéressants que ça peut apporter, les bénéfices. Donc, il y a une création de valeur, diminution des coûts de gestion, déchets, de l'énergie.
c'est sûr aussi, on a une plus grande résilience de manière générale. On va dynamiser le secteur, on va contribuer à de la recherche, puis du développement, de l'innovation. Puis c'est sûr, il y a tout ce qui est les impacts environnementaux, comme on disait tantôt, ben, diminution des émissions de gaz à effet de serre, prévention de la pollution également. Et ben, c'est ça, si on commence un peu plus par la thématique plastique, qui est un de nos 2 segments qu'on aborde beaucoup. Donc, on a constaté que, l'état de la situation qui est qu'en fait, il y a une grosse consommation. En fait, 2 180 tonnes de plastique est employé. Donc, il y en a déjà 400 qui est pour, des films de serre. Et donc, c'est des chiffres quand même assez récents, qui sont actualisés pour le Québec et on se rend compte que, il y a au moins 80 des producteurs avec des petites et des moyennes entreprises au Québec et le recouvrement de leur serre, ça va être davantage le polyéthylène basse densité. Donc, c'est sûr que ben, quand les producteurs se tournent vers la culture sous abri, ils vont prendre ce qui est le plus accessible économiquement parlant. Mais c'est sûr qu'il faut penser qu'il y a un changement du matériel qui doit être fait sur une base régulière. Donc, on parle de 4 à 5 ans pour avoir des produits plus efficaces, un revêtement plus efficace. Mais c'est sûr que tout ça, ben, ça apporte, dans le fond, une quantité quand même assez importante de plastique qui est générée. Donc, on parle de gisement de plastique et on a pas loin de 6 000 tonnes au moins pour le milieu ciricole. Donc, c'est quand même assez important. Donc, si on regarde ici comme ça, pour les superficies des serres, les recouvrements qui sont les plus populaires, ben, on a, c'est ça, notre polyéthylène basse densité, ensuite le verre et le plastique rigide. Il va y avoir différents défis par rapport à la gestion des plastiques, ça, il ne faut pas se le cacher. Il y a toute la question de l'état des plastiques. Les plastiques peuvent arriver, peuvent être sales, contaminés, endommagés. Donc, ce n'est pas nécessairement évident pour faire la gestion de ça. Il y a la présence d'additifs, par exemple, pour justement avoir un effet de protection contre les UV. On dit souvent que c'est un plastique qui va être à usage unique. Les déchets sont mal gérés, souvent enfouis, brûlés. On ne sait pas toujours nécessairement quoi faire avec. Il y a beaucoup de producteurs qui gardent les plastiques sur leur site en attendant de savoir quoi faire avec. Les coûts de conditionnement, ben, c'est quand même assez onéreux. La résine recyclée, ben, elle, il y a une faible demande. C'est difficile d'y trouver nécessairement une seconde vocation. Et le traitement des plastiques se fait de manière peu évidente. Donc, on regardait vraiment, nous, de notre côté avec TC, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça, de quelle manière on peut être des parties prenantes pour faire une meilleure gestion de ces plastiques-là. Ce qu'on se rend compte, c'est que nos producteurs sont quand même assez étalés sur le territoire québécois. C'est un territoire qui est assez vaste. Donc, de commencer à dire qu'on va avoir des sites de conditionnement à différents endroits, mais ce n'est pas nécessairement toujours évident. Donc, il y a une expertise, oui, à aller chercher, mais en même temps aussi, il faut avoir les moyens de ses ambitions, ce qui n'est pas toujours nécessairement évident parce qu'il y a quand même plusieurs défis, là, comme j'ai nommé tantôt. Traitement des plastiques, ben, c'est sûr que c'est important de regarder la qualité du plastique. Il y a déjà eu, comment je peux dire, la caractérisation des plastiques. Donc, je pense que c'est une étape qui est quand même importante dans la démarche. Il y a la question aussi du volume. Est-ce que c'est intéressant, le volume ou pas, pour commencer à mettre de l'avant des initiatives qui commencent à être quand même assez coûteuses? Les aides financières, ben, est-ce qu'on a accès à ça? Débouchés pour les produits, il faut trouver les débouchés. Le recyclage, ben, on n'est pas tous égaux au même endroit par rapport à ça pour l'instant, au niveau des MRC. Puis, il n'y a pas nécessairement de boucle de récupération établie. Comme je disais, ben, ce n'est pas nécessairement toujours évident à cause de la dimension du territoire. Donc, il y a beaucoup d'aspects sur lesquels il va falloir se pencher dans les prochaines années. Il y a quand même beaucoup de potentiel pour les plastiques, donc nouveaux matériaux polymères à partir de plastiques recyclés, composantes de serre faites à partir de matériaux durables puis innovants qui peuvent rencontrer les normes du Code national du bâtiment et on parle des structures revêtements de dalles de béton. Donc actuellement, on est en lien avec l'ETS justement, euh, grâce à notre expertise par rapport justement aux revêtements et aux structures de serre, on voit à pouvoir les accompagner pour développer des matériaux qui sont innovants pour avoir des serres de nouvelle génération qui soient toujours plus intéressantes d'un point de vue environnemental. Donc, c'est sûr que c'est des projets qui prennent un certain temps, mais on est quand même là dans des discussions puis de la recherche avec eux. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on est fiers. On est vraiment
super emballée par cette belle collaboration-là. Quand on regarde par rapport, dans le fond, aux matériaux durables, c'est sûr qu'il y a différentes considérations à avoir. Donc, on a comme 7 objectifs spécifiques en recherche et développement. Donc, d'abord, on veut concevoir des éléments structuraux porteurs pour les serres, qui soient de haute qualité. On veut caractériser les matériaux polymères pour les recouvrements, les structures, établir un modèle représentatif par rapport au comportement thermique des serres. Encore une fois, on veut voir comment on peut optimiser l'efficacité énergétique des serres puis avoir des meilleurs rendements à plus faible coût. On veut aussi voir étudier les microclimats. C'est important, dans le fond, l'aspect agronomique aussi de ces projets-là. On veut pouvoir concevoir des dalles de béton pour les serres. On veut évaluer l'impact environnemental de ça. On veut pouvoir aussi évaluer la faisabilité économique des matériaux qui vont être mis de l'avant. Ça reste que c'est quand même important aussi de voir à quel point ça va être accessible ou un peu plus difficilement accessible. Donc, c'est vraiment important de se pencher là-dessus. Et on veut pouvoir faire l'analyse de la circularité aussi des revêtements des serres. Donc, c'est vraiment 7 objectifs qu'on a. Donc, c'est ça pour, je vous dirais, les plastiques, il y aurait beaucoup à dire. Certainement qu'au courant des prochains jours, on pourra vous partager certaines ressources si vous voulez aller chercher davantage de chiffres. Je sais que AGECO, avec Syndicat des producteurs en serre, ont pu travailler récemment avec nous en collaboration sur la question des plastiques agricoles. Donc, il y a quand même de la nouvelle information qui est sortie. Donc, c'est quelque chose qui évolue. De plus en plus, on tend à aller chercher de l'information, à avoir certaines réponses, mais c'est encore un domaine qui est en train de se développer. Donc, je pense que j'avais une question. On en serait rendu là s'il y a des questions pour cette partie-là. Je vois que dans le chat, on a François Pierre qui a partagé qu'en fait, il y avait certains items de plastique qui pouvaient être faits à partir de toiles de serre, donc de piquets, notamment de piquets à autres matériaux. Est-ce que Natacha, as-tu déjà entendu parler de ce genre C'est ça, d'initiative? justement, avec l'ETS, on est en lien avec justement, on est en train de voir pour le développement des structures, mais aussi pour des nouveaux revêtements de plastique et aussi des fondations avec un béton qui est mélangé aux pellicules de plastique. Donc, on travaille à différents égards justement pour créer des produits nouveaux qui vont pouvoir servir, dans le fond, à construire les serres. Donc, on devrait avoir éventuellement un prototype sur le site de TC à Saint-Damas. Mais c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de recherche et développement à faire. On ne va pas avoir ça de construit demain matin, mais on est dans ces recherches et développements-là avec eux. Mais oui, ça tend à vouloir aller vers ça. Donc là, si on arrive avec justement l'approche 3RV, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on est en train de rencontrer justement cette approche-là en développant des nouveaux produits. Donc, éventuellement, on espère que ça va être facilement accessible, puis que leur distribution va pouvoir être démocratisée, puis rendue accessible au plus grand nombre possible. Merci. Ça fait plaisir. Je vois pas d'autres questions dans le cardage pour l'instant, donc je pense qu'on peut poursuivre et puis dans tous les cas, on aura une deuxième période de questions à la fin de la présentation. Donc voilà. Parfait. Donc, on va continuer sur la. Hop, il y a peut-être une autre question. J'ai entendu un. C'est un petit ajout EcoPlace qui est prêt à d'information. fabriquer maintenant. OK. Je viens de voir. Je prendrai le temps de relire un peu justement les échanges dans le chat plus tard. Puis les gens qui sont intéressés à communiquer avec nous, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de pouvoir échanger avec vous. Donc, on va poursuivre avec la question de l'énergie. Donc, la question de l'énergie, pour les serres, comme je disais tantôt, c'est quand même assez crucial. Donc, on a vraiment une volonté du gouvernement, mais aussi de l'industrie en général, à avoir à justement diminuer l'impact environnemental des projets, entre autres en passant par la question de la gestion de l'énergie.
En fait, ça tend à être dans les différentes sphères d'activité de notre belle société. Et en ce qui concerne la question de l'énergie, ce qu'on se rend compte, c'est que les besoins sont parfois importants. Tantôt, je parlais de divers profils, si on veut, de consommateurs d'énergie dans les serres. Ça reste que de se pencher vers la question de l'énergie, à part d'un point de vue environnemental, mais c'est aussi pour, dans le fond, diminuer les coûts de production des producteurs. Dans le fond, il y a quand même un coût rattaché à la question de l'énergie. On veut s'assurer quand même que tous puissent y avoir accès, qu'on puisse rencontrer nos besoins énergétiques, si on veut, pour, dans le fond, faire nos productions sous abri. Donc, d'autant plus que le gouvernement, depuis la COVID, a mis davantage l'accent pour avoir une production alimentaire locale. Donc, c'est sûr que nous, avec nos hivers rigoureux, on n'a pas le choix quand même de se questionner sur, OK, il y a une demande énergétique en hiver qui va de soi. Donc, comment on peut faire quelque chose qui soit un peu plus intéressant d'un point de vue environnemental? Quand j'ai pensé faire ma maîtrise sur la question de l'efficacité énergétique des serres, c'est sûr qu'on se demande, OK, est-ce que c'est mieux de faire venir les choses d'étrangers ou de les produire ici? Après ça, est-ce qu'on peut faire une production en milieu un peu plus nordique qui soit quand même intéressante pour l'environnement, donc qui ait moins d'impact possible? Donc, c'est ça, il faut quand même rencontrer les besoins énergétiques. Ceci étant dit, si on regarde, par exemple, la question de l'état de la situation pour les serres, ce qu'on se rend compte, c'est que 40 de l'énergie consommée par les grandes industries est gaspillée pour d'une mauvaise gestion. Donc, nous, par rapport aux cultures en serre, c'est sûr aussi, on a quand même notre rôle à jouer par rapport à ça. Ce qu'il faut penser, c'est que la tomate, par exemple, qui peut être un peu plus importante au niveau de la consommation d'énergie, ça reste que c'est la reine des cultures sous abri. On a une importante superficie de serre qui est chauffée. On a une dépendance quand même importante encore aux énergies fossiles comme producteurs en serre. Donc, si on regarde, par exemple, pour des serres de grande taille au Québec, les sources de combustible qui se répartissent, là, c'est pas juste combustible fossile, mais c'est de manière générale l'électricité, mazout, gaz naturel, gaz propane, puis granulés de bois. C'est quand même des surfaces qui sont importantes pour ce type de sources d'énergie-là. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas matière à pouvoir voir à diminuer ces consommations d'énergie-là et comment on peut justement consommer de l'énergie de manière intelligente pour la culture en serre? Il y a quand même des défis qui sont importants pour les serres mi-tech puis high-tech quand on parle, dans le fond, de consommation d'énergie. Il y a l'accès à l'hydroélectricité, l'accès au triphasé, on a le coût de l'énergie pour les producteurs et ce qui est important de penser, c'est qu'on a un 15 à 30 des coûts des frais de chauffage qui sont pour les producteurs. Donc, leurs coûts, si on regarde ça d'une manière générale, c'est au moins un 15 à 30 qui revient par rapport au chauffage. Donc, quand on regarde une tarte complète, ce qu'on se rend compte, c'est que généralement, la consommation de chauffage, c'est la plus importante. Et après ça, on a les autres besoins, les autres segments à combler pour les besoins énergétiques. L'accès à l'énergie, dont les énergies renouvelables, ça aussi, ça reste quand même un défi. Et si on regarde pour l'implantation des projets en milieu urbain, ça en est un autre aussi. On a quand même là accès à différentes, comment je peux dire, différentes opportunités en milieu urbain. Est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement voir à un peu plus pousser dans ce sens-là? Moi, personnellement, quand je regarde puis qu'on parle de défis, je vois toujours une solution en bout de ligne. C'est juste de comprendre c'est quoi les défis, puis d'avoir à proposer des solutions qui vont pouvoir répondre à ces défis-là. Donc, c'est sûr que ça demande à faire preuve de créativité, on ne se cachera pas, mais il faut voir ça comme des raisons de s'améliorer ces défis-là, puis de toujours pousser un peu plus loin la recherche et développement, puis de faire vraiment la différence dans le domaine. Ce qui est intéressant quand on pense, par exemple, à justement la question de l'énergie pour les serres, il y a un potentiel intéressant de voir à mettre de l'avant davantage des pratiques de sobriété énergétique, d'efficacité énergétique. Donc, oui, c'est intéressant de penser en économie circulaire, mais on veut aussi déjà voir comment on fait la gestion déjà en partant de l'énergie, puis des bâtiments. Il y a la
mutualisation des économies d'énergie puis des ressources à faire à plus ou moins grande échelle. On voit répondre aux besoins de plusieurs parties prenantes dans des projets. Quand on pense à la gestion de l'énergie, on peut parler de boucles énergétiques, des boucles de valorisation de rejets thermiques, création d'un cercle vertueux en économie circulaire où tout le monde peut bénéficier, par exemple, des démarches qui sont mises de l'avant et une décarbonisation des immeubles. Mais en même temps aussi, ça pourrait être davantage quand on parle pour les bâtiments de serre. Là, ben, on parle plus de serre, peut-être dans la présentation, mais il faut penser que, par exemple, en milieu urbain, on a davantage maintenant de projets où on a des fermes verticales ou des milieux de culture qui sont dits fermés. Donc, je pense que c'est important de ne pas nécessairement juste se limiter aux serres, mais de regarder par rapport à qu'est-ce qui est le plus pertinent dans le contexte dans lequel on veut développer un projet. Donc, juste regarder ici par rapport au cercle vertueux, ben, on a dans le fond, par exemple, pour une boucle énergétique de quartier, on aurait différents parties prenantes qui pourraient bénéficier de ça. On a des constructeurs et des opérateurs qui pourraient produire de l'énergie à moindre coût, des promoteurs qui pourraient réduire les émissions de GES des projets. Donc, ça devient intéressant quand on travaille avec des certifications LEED ou autres. On a des utilisateurs, on veut diminuer les coûts de l'énergie. On veut créer davantage d'espace disponible. Distributeur d'énergie, la pression peut se voir réduite sur les réseaux de distribution. Baisse de la demande aussi en période de pointe. Donc, on regarde souvent à voir, on se fait demander de baisser la demande énergétique en période de pointe. Donc, ça peut être intéressant de voir que c'est un avantage à ce niveau-là. Municipalité, réduction des îlots de chaleur, amélioration de la qualité de l'air. Donc, il peut y avoir quand même différents avantages pour différents acteurs de nos collectivités. Si on parle de boucle énergétique, on parle dans le fond d'une approche qui s'inscrit bien dans une optique d'économie circulaire. Donc, dans le fond, on a un système de redistribution de l'énergie thermique entre plusieurs bâtiments. Les vocations peuvent être multiples, les besoins énergétiques peuvent être différents. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on mutualise l'énergie. On voit à la prévention du gaspillage. Donc là, on se trouve à faire une consommation d'énergie qui est relativement intelligente. Ce qui est intéressant avec ce genre d'approche-là, c'est qu'on a, dans le fond, des systèmes qui peuvent être évolutifs, qui peuvent être flexibles dans le temps et qui peuvent aider les émetteurs, mais aussi les demandeurs d'énergie. Donc, on crée des symbioses, si on veut, entre différents acteurs. Et vraiment, ce qu'on veut voir, c'est à pouvoir mettre de l'avant différentes approches en consommation d'énergie. Donc, par rapport au milieu urbain, il y a un intérêt. On a des environnements qui sont à haute densité, à mixité d'usage. On peut penser à planifier les quartiers, les immeubles en conséquence de ça. Il y a la possibilité de composer avec des bâtiments déjà existants. On peut créer des synergies entre différentes parties prenantes, réduire les émissions de gaz à effet de serre, puis avoir des faibles coûts énergétiques. Et c'est sûr qu'on n'a pas toujours nécessairement, dans le fond, une idée des bâtiments qui s'en viennent, mais si par exemple, on y va avec différents types de réseaux à boucle fermée, à basse température, on pourrait penser éventuellement voir à avoir des petites productions énergétiques décentralisées dans différents bâtiments et puis voir à pouvoir éventuellement redistribuer la chaleur de certains émetteurs sur la boucle énergétique, puis voir est-ce que certains émetteurs puissent en profiter. Donc, grâce à des échangeurs de chaleur, ça peut se faire et ça devient intéressant à ce moment-là. On pourrait même penser à intégrer éventuellement de la cogénération, voir est-ce que le brûlement de combustible, par exemple, que ce soit du gaz naturel ou de la biomasse, qu'on puisse récupérer les résidus de chaleur pour des moteurs, des turbines, créer une électricité et par la suite voir à ce que, dans le fond, ça puisse bénéficier à plusieurs bâtiments. Donc, c'est important dans ces approches-là des boucles énergétiques de travailler avec un bouquet énergétique qui est varié, donc différentes filières énergétiques, de mettre de l'avant des énergies renouvelables, de vraiment réduire notre dépendance aux énergies fossiles,
puis en même temps, de contribuer à la résilience des producteurs. Donc, quand on met juste les œufs dans le même panier, s'il y a des problèmes qui sont rencontrés, c'est plus difficile de peut-être se revirer de bord. Donc, c'est là ce que ça devient intéressant de composer avec différentes filières énergétiques. Avec TC, l'Université Sherbrooke, puis Énergie solaire Québec, on est en train justement de développer un projet d'accompagnement pour la filière solaire en agriculture, autant pour les projets en milieu urbain et en milieu ruraux. Et ce qu'on se fait demander parfois, c'est est-ce que ça serait suffisant d'utiliser la filière solaire pour les besoins? Et ce qu'on répond à cette question-là, c'est que ça vient contribuer à le solaire, mais ce n'est pas nécessairement la solution unique sur laquelle on va se reposer. Donc, c'est important de travailler vraiment à développer un bouquet énergétique qui est varié, puis de voir les opportunités du milieu. Ce que j'aime bien penser à faire, c'est de voir à caractériser, dans le fond, les opportunités du milieu, que ce soit en milieu urbain ou rural, puis de voir comment on peut faire en sorte que chaque élément apporté et mis de l'avant puisse vraiment trouver son compte, puis fasse une belle symbiose avec les autres éléments dans l'environnement. Donc, ici, comme ça, si on regarde, dans le fond, la boucle énergétique, on pourrait avoir, par exemple, un bâtiment A, un bâtiment B. Donc, dans le fond, par exemple, un demandeur qui serait le bâtiment A, un émetteur qui serait le bâtiment B. Et dans le fond, ce qu'on verrait éventuellement, c'est qu'il puisse avoir une boucle qui va venir, dans le fond, rejoindre les bâtiments pour répondre à certains de leurs besoins. Donc, ça pourrait être, par exemple, le bâtiment B, on extrait la chaleur, puis on va la redistribuer pour le bâtiment A. Ça pourrait être aussi qu'on a besoin éventuellement de refroidir ou de réchauffer. Les besoins ne sont pas tous nécessairement rencontrés, donc on peut avoir, dans le fond, un apport externe qui est ajouté. Donc, il y a différentes façons de configurer ça. Puis c'est sûr que pour des serres, ça pourrait être intéressant éventuellement. On aurait un milieu de demandeurs qui, lui, pourrait trouver son compte dans une boucle énergétique. Ce qui est important de considérer, c'est de voir à assurer quand même la demande énergétique. C'est sûr que pour des projets de serre, on n'a pas vraiment la flexibilité de dire, OK, on a un apport éventuellement en chauffage qui est moindre une certaine journée, puis le lendemain, on a un apport qui est un peu plus important. Donc, il faut quand même éventuellement trouver une façon de stabiliser cet apport-là en énergie. Donc, il y a des projets vraiment peut-être qui sont plus intéressants que d'autres. Je disais justement sur les boucles énergétiques, des fois, on peut faire affaire avec une compagnie émettrice. Donc, ça reste que c'est toujours intéressant, mais je pense que ça peut être pertinent de voir justement à court, moyen, long terme comment ça va se passer avec eux pour éventuellement pouvoir déterminer que oui, on a envie d'installer éventuellement, par exemple, un projet de serre à un certain endroit ou de la culture, par exemple, en milieu fermé. Donc, il y a quand même un travail de réflexion à faire, puis la communication est super importante dans ce genre de projet-là. Ça permet de rassurer un producteur également. Donc, si vous connaissez des instigateurs de projets de boucle énergétique qui cherchent à avoir peut-être des demandeurs, ça pourrait être, par exemple, des projets de serre. Donc, ce qu'il faut penser serre, c'est bien la serre, c'est bien les cultures sous abri, mais il y a aussi des bâtiments adjacents qui peuvent être prévus pour finalement rencontrer des besoins de culture. Ça peut être peut-être des garages ou des endroits où est-ce qu'on veut entreposer les aliments. Donc, il faut aller un petit peu au-delà de la boîte de la serre, puis voir un peu c'est quoi les bâtiments qui sont annexes puis qui vont permettre de faire en sorte que le projet puisse bien fonctionner puis être pérenne dans le temps. Donc, il peut y avoir des bâtiments à sections multiples, plusieurs bâtiments d'un même lot. Ça peut être à l'échelle d'une ville ou d'un quartier. Donc, ça peut être intéressant aussi de regarder c'est quoi exactement l'envergure d'un projet. Là, ici, on a une boucle VRT. Dans le fond, on a valorisation des rejets thermiques. Ça pourrait être justement, par exemple, une entreprise dont on peut récupérer la chaleur qui va servir, par exemple, à une serre ou servir à d'autres bâtiments. Mais il faut penser aussi que dans ces approches-là, ce qui est intéressant, c'est aussi la question, dans le fond, que ça peut s'inscrire dans une boucle énergétique plus large dans laquelle on peut avoir différentes formes d'énergie qui sont mises de l'avant. Donc ça, je vois ça comme un segment qui est mis dans un segment plus grand. Donc,
vraiment, si on fait preuve de sobriété, d'efficacité énergétique, puis qu'après ça, on voit faire la valorisation des rejets thermiques, on met les énergies renouvelables de l'avant, là, vraiment, on arrive vers des projets qui sont vraiment très, très chouettes. On dit souvent make it cool pour le faire adopter. Puis là, je pense qu'on en arrive là avec ce genre de projet-là, bien ficelé, avec une vision de 360 degrés. Puis c'est sûr que ben, ces genres de projets-là, ben, on regarde, oui, la question du chauffage, mais aussi la question de la climatisation. Puis si on regarde par rapport aux serres, ben, ce qu'on se rend compte, c'est que la question des chaleurs très importantes dans les serres, quand on a les canicules, ben, c'est important d'être capable de refroidir aussi les environnements parce que des fois, c'est vraiment extrêmement chaud. Ça ne veut pas dire que nécessairement que les cultures sont toujours très, très satisfaites dans ces environnements-là. Puis il faut penser aussi aux travailleurs. Je ne sais pas, il y a combien de producteurs que je connais depuis les dernières années qui renvoient parfois des producteurs à la maison, je veux dire des employés à la maison parce qu'il fait vraiment très chaud. Moi-même, pour enseigner à l'ITAC, je me rappelle quand j'ai commencé à enseigner au mois d'août, on fait de l'accompagnement, pas de l'accompagnement, mais de la production dans une serre. Et il faisait très, très chaud. Là, je trouvais ça difficilement gérable. Donc, il y a quand même aussi des enjeux par rapport à ça. Boucle énergétique de. Oui, Natacha, juste petit, je fais la gardienne du temps. oui, oui. Juste dire que c'est ça, là, on va essayer de se laisser peut-être un 10 minutes pour les questions. Donc, juste le garder en tête là, pour qu'on puisse finir dans les temps. Mais je te laisse aller, c'est Il n'y super a pas de intéressant. problème. Donc, ben, c'est sûr, il y a des infrastructures énergétiques qui sont centralisées dans les nouveaux quartiers ou des nouvelles sections. Donc, ça peut être intéressant d'avoir une approche, que ce soit TOD ou avec mixité d'usage pour les projets, notamment d'agriculture urbaine. Ici, on a un exemple d'une boucle énergétique de quartier. Des exemples de projets de serre d'économie circulaire, ben, il y a la serre plus à Victoriaville, où on met de l'avant valorisation des rejets thermiques d'un parc industriel à proximité. Il y a de la gestion de produits à base de plastique. On a également aussi, dans le fond, les serres toundra avec l'utilisation de la chaleur résiduelle pour le chauffage d'un complexe de serre, la réinjection des émanations de dioxyde de carbone pour l'usine de l'usine de produits forestiers résolus. Donc, vraiment, c'est des projets avec une empreinte écologique qui est restreinte. Avec TESI, on fait justement le développement des produits, là, des matériaux innovants avec l'ETS. On apporte notre expertise. On favorise beaucoup tout ce qui est la question du rétrofit pour les serres. Puis, ben, c'est ça, dans le fond, l'économie circulaire pour le milieu circule, ben, c'est vraiment une avenue d'avenir à explorer. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens-là, mais ça tend à être vraiment quelque chose de prometteur pour l'avenir. Nos services, c'est vraiment lié avec l'accompagnement, formation et conférences. On parle d'efficacité énergétique de différents sujets. On fait l'évaluation des serres, comme des petits audits énergétiques pour les serres. Et je vais vous parler du partage agricole, qui est notre nouveau bébé. Donc, on a une application qu'on peut trouver sur App Store où on fait la mutualisation des ressources et des produits entre les producteurs et entre les fermes. Donc, si ça vous intéresse, allez voir ça, partageagricole.ca. Et c'est très, très, très nouveau. Donc, voilà, si vous avez des questions, on va prendre le temps de pouvoir y répondre. Super, merci Natacha. Désolée de t'avoir un petit peu. Non, non, ça va, il n'y a pas de problème. À la fin, là. Super, ben justement, là, on a un petit 10 minutes, là, si y en a qui ont des questions sur certains éléments qui ont été mentionnés pendant la présentation. Donc, la parole est à vous. Normalement, vous pouvez simplement lever la main si vous avez une question et vous pourrez ouvrir votre micro. Ah, on a une première question. Allez-y, François-Pierre. Bonjour, bravo pour la présentation, super intéressant. J'ai envoyé le petit lien. Écoplastique, il fait la revalorisation de plastique qui sont un peu incongrus, là, qui sont pas uniformes. Je pense que ce serait le genre de matière qui pourrait être revalorisée, puis même que les piquets fabriqués par cette entreprise-là pourraient être utilisés dans les serres qui vont revaloriser leur plastique. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant, parce que ce serait une autre boucle de revalorisation. Puis, on avait fait un projet comme ça, on avait étudié pour déshydrater des matières en 2020. On voulait utiliser des chaleurs résiduelles. On avait ciblé Saputo qui avait de la vapeur à réduire en eau. On aurait pu s'installer près de chez eux pour faire ce projet-là avec des conteneurs maritimes. Donc, ça aurait pu être des serres aussi, ça aurait pu être la même chose. Il y avait aussi, on avait ciblé
toutes les usines pétrolières dans l'est de la ville à Montréal, dans les entreprises qui transforment le pétrole là, brut là, en essence. Là, donc, ils dégagent aussi beaucoup d'énergie. Puis, il y avait une possibilité de travailler avec eux. C'est sûr on voulait pas verdir ces entreprises-là en faisant l'économie circulaire avec leur pollution. Mais bref, il y avait quand même des énergies disponibles. Je veux juste le mentionner comme ça. Des fois, s'il peut y avoir des projets là, Ben oui. qui peuvent s'installer comme ça dans des conteneurs maritimes, par exemple, euh, voilà. Donc, bravo, belle présentation, très inspirante. Mais merci. Ben, en fait, nous, on regarde pas juste justement la serre classique ou les tunnels, on regarde voir dans le fond qu'est-ce qui est le plus pertinent, que ce soit, ça peut être de la culture en contenant, ben pas en contenant, mais ben, en, voyons, en Conteneurs espace maritimes. maritime. Oui, c'est ça, excusez, j'ai eu un blanc de mémoire, en contenant maritime. Ça peut être aussi en milieu fermé. Je pense que c'est ça, il y a différents véhicules pour se rendre à destination, puis c'est de comprendre c'est quoi ses besoins puis les opportunités du milieu. Puis justement, ben, des fois, on se rend compte qu'il y a des belles opportunités à côté desquelles il ne faut pas passer. Puis je pense que tout passe aussi par la caractérisation des milieux, de voir justement c'est quoi les opportunités, les avantages, qu'est-ce qu'on peut aller en chercher. C'est sûr, même, j'irais pousser la note plus loin en disant que ben, des fois, il y a des opportunités vraiment intéressantes, puis que peut-être qu'aussi le choix des cultures pourrait se faire en fonction des opportunités qui sont mises de l'avant. Si j'ai des cultures avec des besoins énergétiques plus importants, besoin de chauffage, ben, peut-être que je vais vouloir sélectionner des environnements pour les productions où on a justement ces opportunités-là, versus de dire qu'on fait comme des cultures un peu plus nordiques, dans des milieux un peu moins chauffés où justement on pourrait choisir peut-être des environnements différents pour ce genre de production-là. On peut vraiment voir aussi en faisant des choix éclairés à diminuer la consommation énergétique. Là, donc, c'est vraiment, je pense, intéressant de regarder les opportunités et de caractériser le territoire. Donc, oui. C'est la même chose pour le plastique aussi, de voir, ben, c'est ça, comment on pourrait s'y prendre éventuellement, puis où on pourrait déjà commencer à installer davantage là, d'environnement pour récupérer les plastiques agricoles pour justement les producteurs, parce qu'on s'entend, c'est pas réparti partout sur le territoire, mais de vraiment voir comment on va s'organiser. Puis peut-être qu'il peut y avoir une ligne directrice sur l'organisation. Puis des fois, il y a des schémas d'organisation qui vont être un peu abordés différemment en fonction des défis aussi à porter. Mais si on commence quelque part, après ça, on va partir peut-être d'archétypes de projets, puis on va pouvoir développer autre chose éventuellement ou d'ajuster nos solutions par rapport aux défis spécifiques rencontrés. Est-ce que je peux ajouter une petite note ici? Mhm. Oui. Peut-être penser les fournisseurs d'équipements pour les serres. Donc, j'ai vu qu'il y avait une diapo sur les fabricants de serres ou fournisseurs de plastique. Je pense que eux pourraient être le centre de récupération du plastique. Donc, à la vente du plastique, ils récupèrent le plastique qui est à la place de le laisser sur place. Puis à ce moment-là, il y aura un centre de collecte pour l'entreprise qui revalorise le plastique, par exemple, en piquet ou, euh, ou d'autres entreprises comme ça. Je pense que ce serait un beau geste. L'entreprise qui Oui. vend d'essayer de le récupérer aussi de cette façon-là. C'est sur la table, en fait, comme sujet, même que quand on a des fournisseurs de l'étranger, on essaie de regarder déjà ceux qui ont un impact environnemental qui est moins important. Donc, c'est à différents niveaux. Puis, on avait eu récemment avec le CRE Montérégie, on avait eu une discussion par rapport à ça. Donc, c'était des sujets qui étaient ressortis, justement. Donc, tout ça, c'est dans les idées. C'est juste de voir comment on organise tout ça. Donc, je pense que ça, c'est un des défis actuellement. Mais c'est un très bon point, François-Pierre. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si y a d'autres questions, n'hésitez pas. C'est sûr que c'est un sujet vraiment, il y aurait beaucoup, beaucoup à dire. En 1 heure, ça passe très vite, mais c'est sûr que chaque aspect, euh, il y a beaucoup plus de choses à dire, qu'on parle des plastiques ou qu'on parle de la question de l'énergie. On aurait pu juste passer 1 heure sur chacun des sujets. Et plus d'heures que ça. Mais oui. On a encore un peu de temps pour des questions additionnelles au besoin. Je vous laisse écrire dans le chat ou prendre la parole, ouvrir votre micro si vous en avez. Sinon, moi, j'avais peut-être une petite question aussi.
Peut-être, bon, on était passé un petit peu rapidement sur les beaux exemples à la fin, puis je me demandais, tu sais, dans ce que vous connaissez et CRTC, ce que vous avez pu observer, est-ce qu'il y a un peu des facteurs de succès ou, tu sais, des personnes à aller mobiliser finalement si on est un producteur en serre ou même une municipalité puis qu'on souhaite justement développer plus de boucles peut-être énergétiques dans nos territoires, puis s'associer, faire plus de maillage finalement avec des entreprises, des émetteurs de chaleur par exemple. C'est quoi un petit peu les leviers de succès puis les conditions ou même les premières étapes pour un peu se lancer là-dedans? Large Ben, question même. mais dans le fond, déjà, quand tantôt je montrais le cercle vertueux, ça démontrait déjà certains, comment je peux dire, certains individus ou certaines organisations qui peuvent valoir la peine de contacter. Donc oui, les municipalités, mais les émetteurs d'énergie. Ça peut être aussi éventuellement les gens qui initient des projets pour construction de quartier ou autre. Donc, je pense que tout le monde, sa part à jouer là-dedans. Puis même aussi, ben, ça va paraître drôle à dire, mais il y a toute une question aussi de l'acceptabilité sociale. Supposons qu'on veut justement développer certains projets, on ne peut pas passer à côté de ça. Puis, si on parle de ça spécifiquement, j'essaie toujours de voir ce qu'on puisse sensibiliser les villes au niveau justement des projets. Qu'est-ce que ça prend pour avoir un projet de serre qui soit pérenne dans le temps? Il y a comme pas juste la serre, souvent on réduit ça à la serre, mais il y a beaucoup, beaucoup d'aspects à considérer quand même. Puis je pense qu'il faut une belle ouverture de la part de tout le monde pour développer ce genre de projet-là. Mais c'est sûr que je pense que de prendre connaissance des acteurs du milieu, puis aussi des opportunités, déjà, si on prend connaissance de ça, puis en même temps des besoins spécifiques à la culture en serre, bien déjà là, on fait déjà une partie de nos devoirs en amont. Puis je pense qu'il faut pas travailler en silo, puis il faut vraiment avoir différents acteurs qui aient une compréhension. Puis nous, vraiment, de plus en plus, on met ça central dans nos opérations, c'est la facilitation de la compréhension. Ce que j'ai remarqué des fois en parlant avec certains producteurs qui se tournaient vers des nouvelles approches technologiques, les early adapters, c'est que tout le monde parle un langage différent. Il faut qu'il y ait une colle, une facilité pour une compréhension, que ce soit au niveau technique, au niveau de la production, les besoins du producteur. Il ne faut pas juste créer une solution, un genre de drop-down, puis dire, ben voici, contentez-vous de ça. Il faut vraiment comprendre les besoins des producteurs, puis c'est pour ça qu'on fait tout ça en amont. Donc, je pense que c'est important de créer un langage commun, puis une compréhension commune. Puis déjà là, je pense que c'est un facteur de succès. Puis ben, c'est sûr qu'éventuellement, si on se projette puis on pense à des futurs projets, ben, tout ce qui est les boucles énergétiques, par exemple, si on pense de 5e génération, ça peut être intéressant. Le côté évolutif puis flexible de cette approche-là, ça peut être intéressant de considérer dans quel genre d'environnement on voudrait qu'une serre puisse s'inscrire, puis éventuellement de penser à court, moyen, plus long terme, d'être en mesure de pouvoir se projeter. Donc, ça peut être intéressant. Donc, c'est des idées comme ça qui me viennent en tête, là. C'est sûr qu'on pourrait développer un peu plus aussi, mais Ben oui, ben merci quand même. ça fait plaisir. On approche la fin du webinaire. Donc, ben, merci à tous pour votre participation. Vous recevrez un courriel dans les prochains jours avec la présentation puis des petites ressources justement additionnelles dont Natacha faisait référence tout à l'heure. Donc, ça permettra d'aller un peu plus loin dans cette question qui est quand même plutôt complexe au final. Donc, ben, merci pour votre participation et puis on vous souhaite un bon mois de l'économie circulaire. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. Merci. Merci. Merci, au revoir.